Si vous aimez nos vidéos, pensez à vous abonner. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Ceci était un message de ces gros tarés de Nervurax Fishing. Salut les mordus et bienvenue dans l'Axe Biologique, le format qui s'intéresse aux aspects un peu moins connus de nos amis à écailles. Non, pas cela, d'autant qu'en plus, en dehors d'Hollywood, a priori ils avaient plutôt des protoplumes que des écailles. Non, pas cela non plus, non. Oui voilà, cela. Ici, point de paluchage sur de rutilants moulinets, sur des leurres hors de prix, pas d'attaque en direct ni de ferrage appuyé. On va parler d'espèces de poissons, d'écosystèmes, de chimie de l'eau, bref, de trucs un peu chiants. Chiants certes, mais qui ont le mérite de nous concerner plus ou moins directement, nous qui traquons ces fameux poissons. Car on ne le sait pas toujours, mais de nombreux chercheurs se sont penchés, et se penchent encore d'ailleurs, sur de nombreuses questions que nous nous sommes déjà posées au bord de l'eau. Impact écologique d'une espèce, mortalité après remise à l'eau, question d'hybridation. Il y a de nombreuses questions que nous nous sommes posées au bord de l'eau et les scientifiques tentent d'y répondre. Ils mènent des études avec, à la clé, des communications plus ou moins réussies auprès du grand public et des gestionnaires. L'idée serait donc ici de jeter un œil à l'état des connaissances sur un thème donné et de tenter de répondre à ces fameuses questions que nous nous posons et pourquoi pas de recueillir vos témoignages à ce sujet dans la section commentaires. Maintenant, vous savez, vous avez mis les pieds. Donc, place à l'action. Bah non, justement. Ah oui, c'est vrai. Place à la science. Salut les mordus et bienvenue dans ce premier axe bio. C'est la première vidéo de ce format qui va traiter de la science derrière la pêche, des poissons et plus largement des milieux aquatiques. Alors je le dis tout de suite, n'hésitez pas à nous faire un petit retour en commentaire pour nous donner votre ressenti, ce que vous aimeriez qu'on améliore ou même tout simplement si ça vous a plu. Ce premier épisode va être une sorte d'introduction à des notions de systématique, ou classification biologique si vous préférez. Notions qui, vous allez le comprendre très vite, vont nous être très utiles dans le cadre de nos futures vidéos, histoire de bien nous comprendre. Pour faire simple, la systématique regroupe deux disciplines. La taxonomie, d'une part, et la phylogénie, d'autre part. La phylogénie va s'attacher à étudier les relations de parenté entre êtres vivants en se basant sur des caractères morphologiques et génétiques. Et ça permet par exemple de démontrer qu'une carpe commune c'est plus proche du carassin que de la truite fario ou du silurglane. Et vous avez probablement vu le titre de la vidéo, ce n'est pas vraiment cette discipline-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui, on va surtout parler de taxonomie. Lost is the key on the fisherman's day. Where we recover it, I couldn't say. Black is the sea. Alors taxonomie, ça vient du grec taxis, classement, et nomos, règle. C'est la discipline scientifique qui s'occupe de délimiter des groupes d'êtres vivants, de les nommer et de les organiser de manière hiérarchique. Alors attention, on ne parle pas ici de hiérarchie au sens strict, mais on parle de petits groupes qui sont contenus dans de plus grands groupes, même contenus dans de plus grands groupes. Il n'y a donc pas d'histoire de poissons qui vaudraient mieux que d'autres, seraient plus évolués ou Dieu sait quoi. Ces groupes, on les appelle des taxons. Et ils ne sont évidemment pas composés au hasard, ils englobent des organismes que l'on sait apparentés grâce aux techniques phylogénétiques dont nous avons parlé il y a quelques instants. On peut donc considérer d'une manière générale que le plus grand taxon existant est le vivant, et que les plus petits taxons, qui ne contiennent qu'un seul organisme, est l'espèce. Bon, c'est pas toujours le cas, mais ça on en parlera plus tard dans une autre vidéo. En tant que pêcheur, vous connaissez déjà probablement certains taxons. La notion de famille de poissons ne vous est probablement pas étrangère, et vous avez déjà entendu parler de cyprinidés ou de salmonidés. Vous avez aussi probablement déjà entendu parler du genre Esox, qui regroupe toutes les espèces de brochets. Bref, sans forcément le savoir, vous avez certainement déjà des notions de systématique. Et petite anecdote intéressante, du point de vue de l'évolution, on ne parle pas de poissons au sens général. En effet, aucun taxon ne regroupe toutes les espèces de poissons existantes. Et du coup, plutôt que de parler de poissons, on parle plutôt d'actinoptérygiens et de chondrichthyens. Mais plutôt que de refaire ce qui a déjà été fort bien fait par d'autres youtubeurs, je vais vous rediriger vers la vidéo de Biologique que vous trouverez dans les fiches et en description. Alors vous me direz, quel est l'intérêt de tout ça ? Est-ce que ce serait pas un peu de la branlette intellectuelle ? Eh bien non, ce n'est pas un délire masturbatoire de la part des scientifiques, et vous allez très vite comprendre pourquoi c'est absolument capital de s'intéresser à la taxonomie quand on veut être clair à propos des poissons.
Le principal intérêt de la taxonomie est de créer des noms officiels pour chaque espèce et chaque groupe d'espèces. Pour les espèces, ce sont les fameux noms binomiaux ou noms scientifiques. Vous avez déjà vu ces noms qui sont souvent en latin. Et ils sont souvent d'un grand secours parce qu'avec les noms vernaculaires, aussi appelés noms communs, c'est très vite le bordel. Ça vous est peut-être déjà arrivé, par exemple, de discuter au bord de l'eau avec un pêcheur et de parler de chats. Alors, évidemment, aucune ambiguïté, vous ne parliez pas de ces petites boules de poils trop mignonnes qui nous pourrissent la vie. Mais il est possible qu'à un moment donné de votre discussion, vous vous soyez aperçu que vous ne vous compreniez pas, tout simplement parce que l'un d'entre vous parlait de silurglane et l'autre comprenait poisson-chat américain. De même, lorsqu'on parle de carpe, en pêche exotique, on parle souvent de carpe rouge, aussi appelée snappers. Et ces carpes-là n'ont foutrement rien à voir avec nos carpes à nous bien de chez nous. Je dis bien de chez nous parce que les amours blancs et argentés sont aussi souvent appelés carpes, respectivement de roseau ou argenté. Et d'ailleurs, en parlant de carpes, la pratique est un peu démodée, mais certains ne se gênent pas pour appeler carpes les tanches, brèmes, voire même les gardons. Vous avez donc compris le principe, pour être clair, il faut un standard qui mette tout le monde d'accord. Quelque chose d'officiel, et ce système, c'est la classification binomiale, basée sur ces noms scientifiques. Les noms scientifiques se composent de deux mots, le nom de genre, qui prend une majuscule, suivi de l'épithète spécifique tout en minuscule qui précise l'espèce à laquelle on a affaire. Alors ça peut vous sembler obscur de prime abord, mais vous allez très vite en reconnaître quelques-uns que vous connaissez. Revenons donc sur le premier mot des noms scientifiques, le genre. Le genre est le plus petit taxon regroupant plusieurs espèces. Prenons un exemple simple qui marche bien, les aloses. En France, nous avons 3 espèces d'aloses. La grande alose, Alosa alosa, l'alose feinte atlantique, Alosa phallax, et l'alose feinte méditerranéenne, Alosa agone. Ces poissons sont donc tous du genre Alosa, ce sont tous des aloses. Globalement, ils se ressemblent physiquement et génétiquement, mais ils ont des aires de répartition bien distinctes et il subsiste quelques caractères morphologiques ou génétiques qui diffèrent suffisamment pour qu'on distingue 3 espèces. Et comme il a été établi que nous avons affaire à 3 espèces différentes d'aloses, nous avons le même nom de genre pour les 3, Alosa, suivi d'un épithète spécifique différent pour chacune des 3 espèces. Bon, alors là, ça marche bien. Tous les poissons du genre Alosa s'appellent aloses, il n'y a pas de poisson qui s'appelle alose qui ne soit pas du genre Alosa, on s'y retrouve à peu près, et c'est relativement simple. Mais ce n'est pas toujours le cas. Du côté des salmonidés, il y en a quelques-uns qui marchent bien aussi. Par exemple, tous les poissons appelés corégones sont du genre Coregonus, et il n'y a pas de poisson qui s'appelle corégone qui ne serait pas de ce genre-là. On n'aime pas trop les gars dans ton genre par chez nous. Tous les ombres appartiennent au genre Timalus, un petit peu moins transparent, mais on s'y retrouve quand même. Bref, jusque-là, ça se goupille plutôt pas trop mal, c'est plutôt cool, mais c'est pas forcément le cas si on va voir un petit peu plus loin chez les salmonidés. Ouais, pour les salmonidés, faut vraiment s'accrocher à ces cuissardes. Les salmonidés forment une grande famille de poissons avec des tas de noms différents. Truites, saumon, omble, ombre. Instinctivement, on pourrait croire que les poissons appelés truites sont plus proches entre eux que ceux appelés saumon ou omble. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, on se rend compte que finalement ces noms vernaculaires ne veulent pas dire grand-chose. En fait, si on veut être tout à fait honnête, c'est carrément n'importe quoi. Prenons par exemple la truite fario, la truite arc-en-ciel et le saumon atlantique. 2 truites, un saumon. Fastoche, me direz-vous. Mais quand on regarde les noms scientifiques, pour la truite fario, on a Salmotruta. Pour la truite arc-en-ciel, on a Oncorhynchus micis, et pour le saumon atlantique, on a Salmo salar. Vous me voyez venir? Eh oui! La truite fario et le saumon atlantique sont du même genre. Ils sont donc plus proches entre eux qu'ils ne le sont de la truite arc-en-ciel. Et si on regarde outre-Atlantique, le genre Oncorhynchus de la truite arc-en-ciel se retrouve chez différentes espèces de saumon, dont le saumon rouge par exemple. Ces espèces de saumon sont donc plus proches de la truite arc-en-ciel que du saumon atlantique. Est-ce que c'est la famille des saumons? Non, ici c'est la famille des truites. Il existe d'autres exemples, comme le saumon du Danube, aussi appelé huchon, de nom scientifique hucho, qui est du même genre que le taimen, hucho taimen. Intéressons-nous à un autre cas, la famille des ombles. Prenons l'omble de fontaine, aussi appelé saumon de fontaine ou truite mouchetée. Bon, dès le début, ça fleure bon le quiproquo. Son nom scientifique, c'est Salvelinus fontinalis. Là encore, pas grand chose à voir avec le saumon atlantique ni avec la truite fario.
Ce genre, Salvelinus, c'est celui des ombles, qui contient aussi l'omble chevalier, Salvelinus umbla, ou encore l'omble du Canada, Salvelinus namaicus, que l'on connaît surtout sous le nom de Christi-Vomer. Et puisqu'on est sur les ombles, parfois il y a des trucs complètement cons. Revenons un peu sur l'omble chevalier, seul poisson du genre Salvelinus autochtone chez nous. On a longtemps considéré que les populations nord-américaines et les populations européennes faisaient partie de la même espèce, alors appelée Salvelinus alpinus. Seulement en 1997, des travaux ont permis d'établir qu'il s'agissait en réalité de deux espèces différentes. Il a donc fallu distinguer les deux espèces et leur trouver des épithètes spécifiques différents. Et pour des raisons de priorité taxonomique, qui impliquent qu'on conserve le nom d'origine pour l'espèce là où elle a été décrite en premier, les populations nord-américaines ont conservé le nom Salvelinus alpinus, et les populations européennes, des Alpes donc, ont reçu le nom Salvelinus umbla. Nani? Quand je vous avais dit que c'était le bordel... Bref, je pense qu'avec tout ça, vous avez compris l'intérêt de la taxonomie et des noms scientifiques. Ils ne sont pas là juste pour faire joli ou pour qu'on puisse se faire mousser sur internet, ils ont une réelle utilité pour savoir de quoi on parle et pour éviter toute ambiguïté. Parce que garder un truc à l'esprit, c'est que la science n'a pas de frontières. Là, on est resté en langue française, mais croyez-moi, en anglais, c'est un beau bordel aussi avec les noms vernaculaires. Et avec un passage par la traduction, je vous laisse imaginer le nombre d'absurdités et d'incohérences qu'on pourrait trouver si on n'avait pas recours à ces noms scientifiques. Bref, de toute façon, on va pas faire le tour des absurdités, parce que ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo, et que si on se lance là-dedans, on en a pour la journée et la nuit avec. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette vidéo avait pour but de vous introduire à la taxonomie et aux noms scientifiques que nous allons abondamment utiliser dans nos prochaines vidéos. Parce qu'entre les carpes rouges qui ne sont pas des carpes, les morues de Murray qui ne sont pas des morues et le saumon du Cap qui n'est pas un saumon, on n'est pas tiré d'affaire si on se lance avec les noms vernaculaires. Un petit like pour nous encourager n'est pas de refus, et surtout pensez à vous abonner, c'est très important pour nous, et à paramétrer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Comme je l'ai dit en introduction, n'hésitez pas à commenter si c'est pas clair, si c'est barbant, ou même si ça vous a plu. On se retrouve très vite pour parler de truites, je pense. Et sur ce, je vous dis bonne pêche, et à la prochaine. Lost to the key on the fisherman's day, deep in the waters where he used to play. All he can do now is kneel down and pray under the gentle stroke of the spray. Lost